Bonjour tout le monde, voici une mise à jour d'une vidéo déjà existante évidemment du programme d'enseignement scientifique sur les cristaux. J'espère que vous y verrez une amélioration intéressante. L'étude des cristaux, c'est en fait l'étude de l'état solide. Si on commence par regarder une vue microscopique de cristaux, cristaux de sel à gauche et des cristaux de neige à droite, on voit, dans un cas comme dans l'autre, même si c'est pas évidemment la même chose, c'est plus simple à gauche qu'à droite, on a quand même une régularité au niveau microscopique et on va chercher à comprendre d'où vient cette régularité et puisque ça a comme conséquence sur certaines propriétés de l'état solide. L'état solide, vous l'avez vu dès le collège, c'est un état qu'on qualifie de condensé et ordonné. Et souvent, quand on veut représenter cet état solide, voilà ce qu'on peut utiliser comme dessin. Donc là, on voit que les sphères, qui représentent des atomes par exemple, sont bien collées les unes aux autres, état condensé, et puis c'est bien rangé, c'est ordonné. Si on veut comprendre les propriétés de ce solide, eh bien, il va falloir étudier le plus petit des éléments que l'on voit, puisqu'il y a une répétition régulière dans l'espace de ces entités chimiques, dans les trois dimensions de l'espace. Mais si je regarde le plus petit élément qui se répète, si j'arrive à l'étudier, eh bien, je vais en déduire les caractéristiques globales de mon solide. Ce plus petit élément, eh bien, s'appelle la maille élémentaire. Donc là, si on veut le distinguer, cet élément, eh bien, il faut prendre le centre de 8 atomes qui se touchent. Ces centres des 8 atomes vont former un cube, et donc ce petit cube-là qui est présent, c'est le plus petit élément qui se répète dans les trois dimensions de l'espace, c'est ce qu'on appelle la maille élémentaire. Alors il se trouve que les cristaux, ils ne sont pas tous organisés tels que là, ce qu'on vient de voir. Il y en a une très très grande variété, ils sont toujours très bien organisés, mais il y a une grande variété. Si on veut décrire un cristal, il va falloir trouver à quel système cristallin il appartient et quel type de réseau va s'adapter sur ce système cristallin. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Système cristallin, c'est pas compliqué, c'est tout simplement la forme de la maille. Dans l'exemple qu'on a vu juste avant, on a vu un petit cube, mais il se trouve que la forme cubique, c'est la plus simple qui soit, mais ce n'est pas la seule. On peut aussi avoir des formes hexagonales ou des formes plus originales, on va dire, moins connues, quadratiques, monocliniques. Il en existe 3 autres, il y a 7 systèmes cristallins différents. Cette année, vous n'aurez à étudier que le système cubique, donc le plus simple qui soit. Deuxième chose, maintenant qu'on sait quelle est la forme de la maille, c'est où se situent les différentes entités, les atomes par exemple, où se situent ces atomes dans la maille. Donc la position des entités, ça définit ce qu'on appelle le réseau. Ce réseau peut être simple, là vous avez des atomes uniquement au sommet. Le système peut être centré, en plus des sommets, vous allez avoir un atome au centre. Alors l'atome qui est au centre, là je l'ai distingué un peu en le mettant d'une couleur légèrement différente, mais évidemment, si on s'intéresse à un métal dont tous les atomes sont absolument identiques, y compris celui qui est au centre. Ou bien, troisième réseau que je vous montre en exemple ici, c'est le système, le réseau face centré. Donc on a toujours les 8 atomes qui sont au sommet là ici du cube, et puis en plus, vous retrouvez eh bien, 6 atomes au centre des faces, en haut, en bas, à gauche, à droite, devant, derrière. Voilà, donc on a ici un système face centré. Et pour décrire donc le cristal, la maille, il va falloir donner sa forme et le type de réseau. Donc voilà, ah oui, dernière chose, cette année, on étudiera en détail uniquement le simple et le face centré. Donc on va illustrer ce qu'on vient de voir au travers d'exemples. Le polonium, bien le polonium, la maille est cubique. De toute façon, ça sera toujours cubique cette année. Et là, on a affaire donc au cubique simple, le plus simple qui soit. Le fer cristallise sous différentes formes, mais l'une d'entre elles, c'est celle-ci, toujours du cubique évidemment, avec un atome au centre, donc on appellera ça du cubique centré. Le cuivre, eh bien, lui, va cristalliser sous la forme de cubique face centré. On peut représenter ça avec juste les initiales, CS pour cubique simple, CC pour cubique centré, CFC pour cubique face centré. Si je reprends l'exemple
que j'ai utilisé tout à l'heure, la représentation usuelle de l'état solide, et bien là on voit que cette représentation, elle correspond en fait au cubique simple. Et c'est cette représentation-là qu'on utilise de manière récurrente. Est-ce que c'est la plus pertinente? Eh ben, je vous répondrai à cette question-là un petit peu plus tard. Comment identifier la structure cristalline d'un solide? Comment savoir s'il va cristalliser sous forme de cubique simple, cubique centré, cubique face centré ou autre, hexagonal, etc. etc. Eh bien, historiquement, on s'est rendu compte de la régularité des cristaux. Microscopiquement, déjà on le voit, à l'aide d'un microscope, on voit qu'il y a une forme de régularité, mais si on veut aller plus loin au cœur de la matière, il a fallu attendre les expériences qui utilisaient des rayons X. Ces rayons X, quand on les envoie sur le cristal, quand on les dirige vers le cristal, eh bien, ils se forment derrière une figure qu'on appelle une figure de diffraction. En fait, les rayons qui traversent le cristal vont repartir dans des directions variables, vont venir impacter un écran, et donc l'analyse de ces impacts, comme on le voit ici, nous permet d'accéder au type de réseau et à la forme de la maille du cristal étudié. Alors évidemment, l'analyse d'une telle figure, c'est complexe, on ne va pas vous demander de le faire, donc là je vous ai mis juste ça pour l'aspect historique des choses, mais si on veut nous trouver sous quelle forme cristallise un solide, on pourra y accéder d'une manière un peu détournée grâce à la connaissance de grandeurs caractéristiques, et notamment l'une d'entre elles que vous connaissez, vous avez vu au collège et en classe de seconde, c'est la masse volumique. Vous savez déterminer la masse volumique d'un objet, il faut tout simplement diviser sa masse par son volume. Prenons l'exemple de cette bague en argent, contient que de l'argent. La masse, elle est donnée sur la balance. Le volume de la bague, on l'obtient par différence parce qu'il y a eu un déplacement d'eau. Et donc, le calcul de cette masse volumique de la bague, ou masse volumique de l'argent, puisqu'elle ne contient que de l'argent, eh bien, ça me donne le résultat suivant, 62,8, et il y a 6000 litres, 6 cm3, c'est pareil, de volume, ça me donne 10,5 grammes par centimètre cube. Eh bien, cette valeur de la masse volumique va me permettre de trouver sous quelle forme le cristal argent, quand on dit cristal, hein, c'est un terme générique, donc sous quelle forme l'argent va cristalliser. Est-ce que c'est un cubique simple? Est-ce que c'est un cubique face centré? Alors on va se limiter à ces deux exemples-là, parce que c'est les deux seuls que vous avez à étudier en détail cette année. Eh ben, on va répondre à la question grâce à l'étude qui va suivre. Pour pouvoir répondre à cette question-là, donc définir la masse volumique, calculer la masse volumique, j'ai besoin au préalable de définir une autre caractéristique des cristaux. Dans la maille, vous avez donc des atomes en plus ou moins grand nombre posés à différents endroits, et ça me permet, l'étude de la maille, de définir la grandeur qu'on appelle la multiplicité d'une entité, d'une espèce chimique, de l'atome, peu importe. Donc cette multiplicité, tout simplement, c'est le nombre d'entités qu'il y a dans la maille. On va illustrer ça au travers d'exemples. Si on a une entité qui est au centre de la maille, elle est au centre, elle est complètement inclue dans la maille, donc elle comptera pour 1. Si maintenant on a une entité qui est au milieu d'une face, eh bien évidemment, si elle est au milieu d'une face, elle appartient en partie à la maille, mais elle appartient aussi à la maille d'à côté. Et il n'y a pas de raison qu'il y en ait plus d'un côté que de l'autre, hein, c'est moitié-moitié, donc l'entité la comptera pour 1,5. Dans une maille, j'ai l'équivalent de la moitié d'un atome. Si maintenant on a une entité au sommet de la maille, eh bien cette entité, elle appartient aussi à d'autres mailles, donc celle d'à côté qui est là, mais aussi les deux mailles qui sont devant. Et puis, il ne faut pas oublier les mailles qui sont au-dessus, et là j'en ai dessiné 4, donc il y en a 4 autres qui viennent au-dessus. L'entité qui est au sommet, elle appartient à 8 mailles en tout, dans une proportion absolument identique pour les 8 mailles, donc ça fera 1/8 dans chaque maille. Grâce à ces 3 données, on va pouvoir déterminer la multiplicité d'un cristal en particulier. Commençons par le polonium. Le polonium, il cristallise sous forme de cubique simple. Il n'y a que 8 atomes au sommet, au niveau des 8 sommets, donc 8 fois 1/8, puisqu'au sommet c'est 1/8, et donc ça me donne le résultat de 1. Il y a un atome de polonium dans une maille.
l'équivalent d'un atome. Dans le cas du fer, cubique centré, on retrouve les 8 atomes au sommet, donc 8 fois 1 huitième, ça ne change pas, 1, plus l'atome qui est au centre, donc ça va me donner un résultat de 2. Cubique face centrée, troisième possibilité, le cas du cuivre, toujours les 8 atomes au sommet, donc 8 fois 1 huitième, et il y a 6 faces dans le cube. L'atome au centre de la face compte pour 1 demi, donc 6 fois 1 demi, ça fait 3, auquel se rajoutent les 8 fois 1 huitième, on arrive à 4. La multiplicité, elle peut aussi nous permettre de déterminer par exemple la formule statistique de ce cristal. Alors ce cristal-là, il est différent des précédents, puisqu'il est constitué non pas que d'atomes, enfin là il n'y a même pas du tout d'atomes, là il est constitué de 2 ions. Un ion positif qui est l'ion uranium, un ion négatif qui est l'ion oxyde, cristal ionique comme le chlorure de sodium, le sel tout simple. Donc là on voit bien qu'il y a une belle régularité. La maille elle est définie par l'ion uranium, cubique face centrée, j'espère que vous le reconnaissez, et à l'intérieur de ce cubique face centrée formé par l'ion uranium, on y retrouve des ions oxydes. Eh bien on peut calculer la multiplicité de l'un et de l'autre, et on va voir ce qu'on en tire comme renseignement. Dans le cas de l'ion uranium, cubique face centrée, je ne vous refais pas le détail, vous l'avez juste au-dessus avec le cuivre, on retrouve une multiplicité de 4. Dans le cas de l'ion oxyde, c'est facile, toutes les ions oxydes sont à l'intérieur, ils ne sont pas au centre, mais ils sont à l'intérieur de la maille, et donc vous faites le compte, il y en a bien 8 en tout. On a donc dans une maille 8 ions oxyde et 4 ions uranium. Et bien la formule de l'oxyde d'uranium, on ne va pas prendre 4 et 8 pour valeur, puis même pourquoi s'arrêterait-on à une maille, on pourrait imaginer plus. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va regarder la proportion de l'un par rapport à l'autre. Et on voit qu'il y a 2 fois plus d'ions oxyde que d'ions uranium dans l'oxyde d'uranium. Donc la formule statistique de l'oxyde d'uranium, c'est UO2. Et en fait, cette formule statistique, on peut aussi la déduire en regardant juste la formule de ces 2 ions. Vous voyez que l'ion uranium apporte 4 charges plus, l'ion oxyde 2 charges moins. N'oubliez pas que la matière est toujours électriquement neutre. Et donc, là, pour avoir la neutralité, il faut bien 2 fois plus d'ion oxyde que d'ion uranium, ce qui est tout à fait cohérent avec la formule statistique déjà écrite. Alors, maintenant que j'ai défini cette multiplicité, je vais pouvoir revenir à la question que je me posais tout à l'heure. L'argent qui est dans la bague va-t-il cristalliser sous forme de cubique simple ou cubique face centrée? La masse volumique, que l'on se place à grande échelle, donc à l'échelle macroscopique, à notre échelle que l'on est capable de mesurer, donc là j'ai mesuré la masse de la bague, le volume de la bague, la masse volumique en fait peut se calculer aussi au niveau microscopique. Et quand je dis microscopique, c'est même encore à l'échelle plus petite, puisqu'on est plutôt au niveau du nanomètre, voire même encore plus petit. Et donc, là, le plus petit élément qui va me permettre d'accéder à la masse volumique, c'est la maille. Donc la masse volumique du cristal, c'est la masse de la maille divisée par le volume de la maille. Dans le cas de l'argent, qui m'intéresse, pour arriver à la détermination de cette masse volumique, j'ai besoin de connaître des paramètres, des caractéristiques de l'atome d'argent. Eh bien, l'atome d'argent, il a une certaine masse. Un atome est représenté par une sphère, donc ce qui caractérise la sphère, c'est son rayon. Voilà les 2 caractéristiques donc, qui vont m'être utiles. Première hypothèse, si c'est un cubique simple, si l'argent cristallise sous forme de cubique simple. Voilà donc le cubique simple qu'on appelle le modèle éclaté, parce qu'en fait, c'est un modèle qui nous permet de bien voir en 3 dimensions la forme du cube, mais en revanche, il n'est pas réel dans le sens où on a dit que l'état solide, c'était un état condensé, les atomes se touchent les uns les autres, ce qui n'est pas le cas sur ce modèle. Donc en fait, là, on va aussi utiliser le modèle compact, où donc on voit bien que les atomes se touchent les uns les autres, mais vu le volume plus grand occupé sur le dessin, c'est plus difficile de faire une représentation en 3 dimensions. Donc là, je n'ai représenté qu'une face. Ce qui caractérise la maille, qui est cubique, c'est son côté. Donc le paramètre petit a, qui est ici, il va nous être utile lui aussi. Donc le paramètre petit a, on le retrouve là, sur le modèle compact, et puis je vous ai parlé du rayon, donc voilà le rayon de l'atome d'argent. Allons-y pour le calcul de la masse volumique, donc on a besoin de connaître la masse de la maille et le volume de la maille. Commençons par la masse. La masse de la maille, eh bien c'est la masse d'un atome
présents dans la maille, multiplié par le nombre d'atomes qu'il va y avoir dans la maille. Et le nombre d'atomes dans la maille, c'est la multiplicité, qu'on avait donc besoin de définir au préalable. Dans le cas d'un cubique simple, la multiplicité vaut 1, donc la masse de la maille, c'est la masse d'un atome d'argent, ici, et ça me donne donc ce résultat, 1,79 10-22 grammes. Passons au calcul du volume. Le volume, puisqu'on a affaire à une maille qui est cubique, le volume d'un cube, c'est côté fois côté fois côté, et donc A au cube, et le A n'est pas donné, mais j'ai un moyen très simple de le trouver, puisque moi je connais le rayon de l'atome, R, et vous voyez sur ce dessin compact que A, qui est ici, eh bien c'est R plus R, ça fait 2R, et je peux ainsi calculer la valeur de A. La voici. Une fois que j'ai la valeur de A, je peux, en élevant au cube, trouver le volume de la maille. Et maintenant que j'ai la masse et le volume de la maille, je vais diviser les deux et j'obtiens la masse volumique. Résultat, 7,34 grammes par centimètre cube. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce qu'on avait obtenu pour la bague, mais c'était 10,5. Autrement dit, ce n'est pas du tout le même résultat. Là, c'est même pas une histoire d'incertitude. On est quand même très très loin du résultat. Donc, l'argent ne cristallise pas sous la forme de cubique simple. Deuxième hypothèse, et comme on n'a que deux hypothèses et que forcément il y en a une des deux qui est bonne, ça risque d'être la bonne, cubique face centrée, mais on va quand même le vérifier. Je vous ai remis la masse de l'atome, le rayon de l'atome et le calcul de la masse volumique. Le modèle éclaté, le voici. Et ce qui complique un petit peu la donne par rapport au cubique simple, c'est que là, le contact des atomes qu'on voit sur le modèle compact, eh bien il ne se fait pas selon les côtés. Autrement dit, cet atome-là ne touche pas celui-là. Donc A n'est pas égal à 2R, comme tout à l'heure. Où est-ce que ça se touche et où est-ce qu'on va pouvoir faire le lien entre A et R? C'est au niveau d'une diagonale. Donc ça va compliquer un tout petit peu la donne. Bon, sinon, ce qui ne change pas, c'est toujours la masse de la maille. La masse de la maille, c'est toujours le nombre d'atomes dans la maille fois la masse d'un atome. Le cubique face centré, la multiplicité vaut 4. Je ne vous refais pas le détail. 4 fois la masse de l'atome, ça me donne donc un résultat de 7, 16, 10-22 grammes. Pour le volume, toujours A au cube, mais comme je vous disais, comment trouver la valeur de A? C'est pas égal à 2R, c'est la diagonale qui va nous intéresser, et qui dit diagonale dans un carré, et ben ça fait un triangle rectangle, et on va utiliser donc le théorème de Pythagore. Théorème de Pythagore qui nous dit que ce côté-là au carré plus ce côté-là au carré, ça nous donne la diagonale au carré, donc A au carré plus A au carré est égal à cette longueur-là au carré, et cette longueur-là, en fait, c'est 4 fois le rayon. J'espère que vous le voyez. Et donc, ça nous donne A carré plus A carré égale 4R au carré, soit 2A au carré égale 4R au carré. Et moi, ce que je veux, c'est trouver A pour pouvoir calculer le volume. Donc, pour trouver A, je vais prendre la racine carrée de tout ça. Ça me donne donc racine de 2 fois A égale 4R. Et donc, A égale 4R sur racine de 2. L'application numérique me donne ce résultat, 4, 10, 10-8 cm. J'élève au cube pour trouver le volume de la maille. Et voici donc le volume de la maille. J'ai la masse, j'ai le volume. Je peux faire la division pour trouver la masse volumique de l'argent dans cette hypothèse-là. Et je trouve un résultat qui est tout à fait cohérent avec celui de la masse volumique de la bague. Donc voilà, comme on pouvait s'y attendre, on confirme que l'argent cristallise sous la forme de cubique face centré. Donc vous avez vu qu'il y a d'autres méthodes un peu détournées qui permettent de déterminer sous quelle forme va cristalliser tel ou tel atome. Il nous reste une caractéristique à étudier sur les cristaux cette année, c'est la notion de compacité. Alors, cette notion de compacité, vous allez voir, elle n'est pas très compliquée à comprendre. On va, dans un premier temps, utiliser le cas du cubique simple et on va prendre le polonium. Donc, je vous ai donné le rayon de l'atome de polonium. Et grâce à ce rayon, puisque c'est un cubique simple, rappelez-vous, le cubique simple, les atomes se touchent, deux atomes se touchent et vous avez une arête, l'arête c'est 2 fois le rayon. Donc le volume de la maille A au cube, toujours un cubique, et A, le paramètre de la maille, c'est 2 fois le rayon, donc 2 fois ça. Et donc le volume de la maille, tout calcul donné, ça me donne ce résultat.
Voilà le modèle compact. Alors, dans ce modèle compact, vous reconnaissez compact, donc compacité, on pense à la même chose. C'est quoi concrètement la compacité? Ben, ça va mesurer tout simplement la proportion d'espace occupé dans la maille. Là, on voit bien qu'il y a un espace vide assez important au centre, et puis il y a une partie occupée à l'intérieur de la maille. Eh bien, quand on compare les deux, l'espace occupé par rapport à l'espace total, eh bien, ça nous donne une proportion qui s'appelle la compacité. Donc voilà comment on la calcule. La compacité est notée C. La compacité du cristal, c'est le volume occupé dans la maille par rapport au volume de la maille totale. Comment va-t-on déterminer le volume occupé? Eh bien, ça dépend du nombre d'atomes qu'il y a dans la maille et du volume d'un atome. Un atome étant une sphère, la formule pour calculer son volume, c'est 4/3 de pi fois r au cube. Le rayon est donné, et donc je peux faire l'application numérique. Ça me donne ce résultat-là. Le volume occupé dans le cas d'un cubique simple, multiplicité qui vaut 1, eh bien le volume occupé, c'est le volume d'un seul atome. Et maintenant que je fais la division du volume occupé ici par le volume de la maille qui est là, eh bien ça me donne la compacité du polonium, qui est en fait la compacité d'un cubique simple. Tout cubique simple va me donner la même compacité. Et ça me donne 0,52 qu'on peut mettre sous la forme d'un pourcentage, 52%. Ça veut dire en fait que seulement, entre guillemets, 52% de l'espace est occupé. Il y a quand même 48% de vide, c'est beaucoup. On va le voir, c'est beaucoup plus que le cubique face centré qu'on va voir maintenant. Donc cubique face centré, par exemple l'argent, j'aurais pu prendre le cuivre ou autre. Donc le rayon, le voici, et là je ne refais pas le calcul du volume de la maille dans le cas de l'argent, puisqu'il a été fait 2 diapositives précédemment, et donc je vais pouvoir directement utiliser ce volume de la maille. Le volume occupé, c'est toujours le nombre d'atomes, soit la multiplicité par le volume d'un atome. Le volume d'un atome, c'est 4/3 de pi r au cube. On fait le calcul, on obtient donc ce résultat-là. Le cubique face centré, multiplicité qui vaut 4. Donc le volume occupé, c'est 4 fois le volume de l'atome. Voilà ce que j'obtiens. Et maintenant que j'ai le volume occupé et que j'ai le volume de la maille, la division va me donner 0,74, soit 74% de l'espace disponible occupé. C'est beaucoup plus important que le cubique simple. Et vous voyez que j'ai écrit C, compacité de CFC. Je l'ai fait avec l'argent. Si je l'avais fait avec le cuivre, qui est aussi un cubique face centré, j'aurais obtenu exactement la même valeur de 0,74. Le rayon de l'atome de cuivre n'est pas le même. Là, ça, c'est pas un problème. Mais après simplification, après calcul, je retomberai exactement sur la même compacité. Pour terminer, je vais reparler un petit peu de la manière avec laquelle on représentait l'état solide au collège et en classe de seconde, avec toutes les sphères qui s'empilent les unes sur les autres, et on a vu que c'était du cubique simple. Est-ce que c'était judicieux d'utiliser cette représentation? Elle est simple, c'est sûr. Le polonium cristallise en cubique simple, mais il se trouve que c'est le seul métal qui cristallise comme ça, métal avec un seul type d'atome. Après, on a vu, il y a des cristaux ioniques et des choses comme ça. On peut retrouver d'autres cubiques simples, mais si je parle que d'un métal tout seul, là, c'est le seul. Et donc, en fait, c'est une représentation qui n'est pas fausse, mais qui ne correspond pas à l'immense majorité. De toute façon, des systèmes, il y en a plein. On a vu 7 systèmes cristallins. Des réseaux, il y en a aussi beaucoup. Donc, ça fait une multiplicité de formes de cristaux très très variables, et donc cette représentation qu'on utilisait, elle n'est pas fausse, mais elle ne correspond qu'à une toute petite partie des exemples possibles. Voilà pour cette vidéo de mise à jour. N'hésitez pas à l'apprécier pour la faire remonter en popularité. À très bientôt.